Non, je parlais de la bande-annonce que j'ai postée il y a 2 jours sur Facebook, sur un truc qui était une espèce de mash-up entre Hunger Games et Jurassic Park. Merde. T'as pas vu la bande-annonce ? C'est des prisonniers qui sont dans un monde virtuel où ils doivent affronter des dinosaures, et en fait, c'est filmé, c'est une émission de télé-réalité où tu vois des prisonniers qui affrontent des dinosaures et qui doivent aussi s'entretuer. Et comment ça s'appelle ? Jurassic Games. Et c'est pas une parodie et c'est pas Asylum. Et ça a l'air juste énorme comme truc. Oh là là, Jurassic Games. Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Fan Footage, le podcast épisode 9, votre rendez-vous ciné qui chaque semaine débriefe à chaud et très important, très important, autour d'un verre, les films à l'affiche. Nous sommes au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris pour une spéciale super-héros dont je vais vous détailler le menu dans quelques instants, juste après vous avoir présenté nos héros de la critique. Ils sont magnifiques, ils sont rasés, dans un costume en lycra, ils brillent, ce sont nos 3 fantastiques. Bonjour Pierre. Salut. Pierre Delors de Fan Footage, comment ça va ? Ça va bien, je brille. Ah oui, tu es resplendissant. Ouais, je suis brillant. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr. Comment ça va, messieurs ? Ça va, avec le poil soyeux. Ok. Une émission particulière, je vous le disais, puisque nous allons parler dans la deuxième partie de l'émission du nouveau film d'animation Warner DC intitulé Batman Ninja. Mais tout de suite, je vous propose qu'on attaque avec le gros du morceau de cette semaine. C'est l'événement de l'année, que dis-je ? De la décennie, puisqu'il s'agit du nouveau film des Chevaliers du Fiel, les municipaux. Ah, mais non. Je l'attendais celui-là. Bah oui, attends, il est en face. C'est l'héros du quotidien. Hein. Un gros budget du cinéma français, un chef-d'œuvre. On m'aurait menti donc alors. On parle d'Avengers, c'est ça ? C'est possible. Ok, très bien. Avengers Infinity War, c'est parti. Bon, cette mission, c'est quoi ? Avengers 3, ou plutôt Avengers Infinity War partie 1, c'est l'avant-dernier film de la phase 3 de l'univers Marvel, dans lequel Thanos, incarné par Josh Brolin, décide enfin de sortir de son trou et de passer à l'action pour récupérer les pierres de l'infini éparpillées aux quatre coins de l'univers, auprès de certains héros comme Doctor Strange, Vision, etc. Vous avez compris, l'objectif est de devenir le maître tout-puissant de l'univers, en détruisant au passage quelques planètes, mais surtout de se foutre sur la tronche avec Iron Man, Captain America, Thor, les Gardiens de la Galaxie et j'en passe. Bon, voilà, on sort du film. Que dire, si ce n'est que, je sais pas, vous, alors on va spoiler un tout petit peu quand même, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose. Raisonnablement quand même. Tu vas te faire barrage par Thanos, hein, fais gaffe. Mais ce que je peux vous dire, moi, en tout cas, on va revenir en détail sur le film, c'est que entre l'ouverture et le climax final, j'ai bâillé, en même temps que Drax à un moment donné d'ailleurs. Je trouve le film vraiment, ça m'a laissé complètement indifférent. Donc je sais pas vous d'ailleurs qui veut commencer. C'est le propre de Marvel, je pense, de laisser indifférent. Allez Julien, vas-y. Moi en fait je m'attendais à un pétard mouillé comme chaque film Marvel. Ça c'est avis personnel. Et le film ne ment pas sur la marchandise, hein. C'est un joli pétard mouillé qui est 2h30. Hein, c'est bien, long, hein. On les sent 2h40, on les sent bien passer. 2h40. Donc c'est un film Marvel formaté pour plaire au plus grand nombre, qui pourtant ça aurait dû être le film Somme que tout le monde attendait quand même. Somme, mais qui noie sa dramaturgie, son tragique de façade, dans d'un humour insupportable de bout en bout. C'est vrai que là, pour le coup, plus que les autres, j'ai l'impression qu'il est omniprésent au regard des enjeux qui sont posés. Peut-être moins que les Gardiens de la Galaxie 2, mais vu justement ce côté hyper over the top, tragique, solennel, qui devrait être... là, on passe aux choses sérieuses, donc figure sombre, tout ça. Non, là, on est toujours dans la déconne, à aller d'un personnage à un autre. On saute d'un groupe de héros à un autre, et chaque partie ressemble au précédent film Marvel selon les cas. La partie avec les Gardiens de la Galaxie ressemble à un film des Gardiens de la Galaxie. La partie avec Iron Man ressemble à un film avec Iron Man.
Captain America ressemble la partie avec Captain America ressemble à un film de Captain America, et donc en fait on n'en sort jamais de cette uniformisation selon Marvel, quoi. Captain America qu'on pourrait peut-être sauver un petit peu quand même dans le film. Alors moi, pour l'anecdote, quand je l'ai vu, la seule apparition d'un personnage où les gens réagissaient mais de manière vraiment spontanée et positivement, c'est quand il y a Captain America qui arrive, parce que c'est le seul personnage qui déboule de manière un peu iconique, de manière un peu à une entrée très théâtrale. Les autres, ils arrivent, c'est voilà, bon, il y a Doctor Strange, il y a Iron Man, il y a un tel, il y a lui, machin. C'est comme à la bonne franquette. Voilà, c'est tout. J'aime cette expression, la bonne franquette, pour les Avengers. Ah, mais pas de Hurling. Hein. Allez, Ilan, vas-y. Bah écoute, moi, à défaut d'ouvrir le bal des zéros, je vais le prolonger. Tu sais ce que je pense des films Marvel, quoi. Depuis quelque temps, je suis pas leur plus grand fan. Donc moi, je m'attendais à sortir de la salle en mode Jean-Pierre Coff, en disant mais c'est de la merde, mais regarde ça, c'est de l'industriel, ça a pas de goût. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez aux chiottes. C'est anthologique, ça. Et si tu veux, effectivement, c'est de l'industriel. Effectivement, ça a autant de saveur qu'un pneu crevé sur une aire d'autoroute. Et ça m'a autant ému qu'un gros plan de Louis Garrel, mais ok, voilà. Je valide cette mais je sais que tu avais dit j'ai fait pour toi. Mais si tu veux, le film, à la limite, j'aurais préféré en ressortir en mode Jean-Pierre Coff, vénère. Enfin, tant qu'à faire, j'aurais préféré aimer le film. Hein. On va pas se leurrer. Mais finalement, j'en suis ressorti, comme toi, c'est-à-dire totalement différent. Ça n'a absolument rien suscité chez moi. Pourquoi ? Parce que c'est un film que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. C'est-à-dire que c'est un morceau des Gardiens de la Galaxie 2, t'as un best-of des Gardiens de la Galaxie 2, t'as un best-of de Captain America Civil War, un best-of de Doctor Strange, etc. Et tout ça mis bout à bout, ça fait une espèce de patchwork un peu indigeste de 2h30 et qui te laisse mais totalement froid. Du coup, moi, le seul truc, c'est le cas de le dire peut-être, auquel je me suis raccroché, c'est Thanos. C'est parce que pour moi, c'est le seul personnage qui est un minimum écrit par rapport à toutes les autres endives qu'il est censé affronter. Il a un peu de substance, il a quand même un but, c'est pas juste l'épouvantail qui est là pour faire peur. Et bon, alors je dis pas que c'est une motivation pour toi. Oui, il a une motivation et puis ça marche un peu plus par strat. Il donne un semblant de dimension. Attention, je suis pas en train de dire que c'est du film d'auteur, que c'est du Romer, que c'est un film qui va te prendre au trip, etc. Absolument pas. Mais c'est un personnage qui a un minimum de substance. Tu sens qu'il a été un minimum écrit, si tu veux. À un moment donné, ils se sont dit, bon, voilà, Captain America, tous les autres héros, on marche, on est sur des rails, on sait très bien, on est sur des acquis. On n'a pas besoin de les développer. Pour citer Arnold Schwarzenegger dans Action Hero, j'ai envie de dire monumentale erreur. Et du coup, c'est le seul personnage auquel tu te raccroches un peu, et ce qui est d'autant plus paradoxal que c'est le gros bad motherfucker de l'histoire, quoi. C'est l'espèce de fils de Laurent Delahousse qui veut conquérir l'univers, et c'est ça qui est assez paradoxal dans ce film. Et c'est les seuls moments, en fait, quand je le voyais, je me suis dit, il y a un petit truc. Alors un petit truc, c'est à un moment donné, il y a peut-être un petit sursaut. Je suis un peu sorti de ma léthargie, mais ça reste un truc totalement interchangeable avec tout ce que nous a fait Marvel jusqu'ici, quoi. Ok Pierre, vas-y, fais mieux. Alors, je crois que les gens qui nous écoutent, même autour de la table, vous le savez, je porte pas tellement les films Marvel dans mon cœur. J'en aime à peu près aucun. Et attention, vous allez pas m'entendre dire ça souvent, mais j'ai passé un bon moment. Quoi ? Ouais. J'ai passé un bon moment devant ce film, et c'est le retournement de situation. C'est pas une blague. J'ai passé un bon moment devant ce film. J'étais très surpris. Mais t'es une scène post-générique à toi tout seul, en fait. Je m'attendais pas à ça. Alors, mais peut-être parce que mes attentes étaient vraiment au plus bas, et j'étais persuadé de m'endormir d'un bout à l'autre du film. Alors Thomas est en train de mourir, attention. Oui, non, c'est tout dans sa bière. Je m'en remets pas de ce que tu viens de dire, en fait.
Toi, ce cliffhanger. Ça va? Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Moi, j'ai passé un bon moment. Et bon, il faut dire ce qu'il y a. Il y a des milliards de défauts dans ce film. Certains que je trouve absolument impardonnables. Les scènes d'action sont toujours aussi moisies. Enfin, je veux dire, elles sont pas filmées ou elles sont Les frères Russo sont handicapés de ce extrêmement mal filmées. On les comprend pas. Elles sont vraiment dérangeantes. Elles sont même difficiles à comprendre. Il y a un flou de bouger qui est absolument épouvantable. Il y a des personnages qui ne servent à rien. Il y a des espèces de scènes d'intimité avec Vision qui en Écosse qui ne marche mais alors pas du tout. D'ailleurs, Vision, c'est un personnage qui ne sert absolument à rien dans tout le film. Je trouve qu'il y a tout un panel de personnages qui ne va pas. Le Wakanda est toujours aussi moche et toujours aussi incohérent. Enfin bon, bref. Mais malgré ça, ah oui, je rajoute que les scènes avec Robert Downey Jr. sont absolument effroyables. On est au summum de la bêtise dans l'écriture des dialogues et des personnages, mais malgré ça, je pense que ça a été un film déjà qui a été extrêmement difficile à réaliser, hein, parce que il y a une foule de personnages, de scènes, de choses à mettre, d'imbriquer les unes avec les autres pour arriver à ce dénouement final. Et ben je trouve que au final, ils s'en sortent pas si mal. Moi, je me suis pas ennuyé, par exemple, pendant le film, à l'exception de quelques scènes. Je trouve qu'ils ont revu les blagues méta et l'humour un peu bas du front à la baisse. Oui. Oui, Je trouve que la direction artistique, qui pour moi est toujours désastreuse dans les Marvel, a fait un pas en avant, à l'exception de quelques scènes. Mais il y a quand même quelque chose de bien plus réussi dans certains décors, dans certaines planètes. Thanos, son personnage, qui pour moi est le seul bon vrai personnage du film, et ben je me suis intéressé à son personnage, même si je trouve que ses motivations, on va pas vraiment spoiler sur son plan à la fin, mais ça m'a surpris. Je trouve pas que ça tienne toujours bien la route, mais il y a quelque chose. Et en plus, je veux dire, techniquement, la motion capture de Josh Brolin et la réalisation de son personnage en image de synthèse, enfin pour moi déjà, ne serait-ce qu'il y a techniquement il y a un pas qui a été franchi, il y a un seuil qui a été franchi. Il y a des fois, alors la lumière est pas extraordinaire, la photo est pas extraordinaire dans ce film, mais il y a une scène où il est dans une espèce de cellule où il est en train de torturer cette fille cyborg qu'on voyait dans Guardians of the Galaxy, je me rappelle plus de son nom. Il y a un moment, il y a une ombre sur son visage avec un jeu de lumière, il est presque... C'est la sœur de Gamora. Ouais, la sœur de Gamora, il est presque réaliste, on a l'impression de presque de voir un véritable acteur. Enfin moi j'ai été bluffé par la performance technique de ce personnage. Je trouve que moi, le Captain America, c'est le seul personnage que j'aime bien dans les Marvel, vraiment. Et effectivement, je trouve que son introduction est un peu iconique, un peu héroïque. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Et il y a quelques moments où je me suis marré, j'aurais jamais cru. Moi qui déteste les Guardians of the Galaxy, la scène avec Drax qui se prend pour un homme invisible, personnellement, ça m'a fait rire, tu vois. Ah bon? Et oui, et alors que je supporte pas. Donc, je trouve que dans ce film, il y a quelque chose, il y a un... Ils sont arrivés à faire quelque chose pour moi et ça a marché. Voilà. Ouais, mais du coup, tu vois, tu parlais de l'entreprise qui est très 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 compliquée à mettre en place pour les frères Russo, parce qu'effectivement, ils sont obligés de recoller tous les morceaux, de faire tout... de tout imbriquer, mais à un moment donné t'as des scènes qui se passent dans un endroit, après tu sautes à un autre univers et puis tu reviens à la scène précédente et tu dis ah oui c'est vrai qu'il se passait ça. C'est pour ça que moi je trouve hyper disparate. Alors disparate, ça voudrait dire qu'il y a un manque de cohérence, pas forcément dans l'univers global, mais il y a un disparate dans la tonalité. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que l'humour, vraiment, là, plus que les autres films Marvel, je trouve que ça vient vraiment tout gâcher, mais à chaque fois en fait. À chaque fois, ça vient rompre des moments solennels qui devraient avoir quand même une portée dramatique, vraiment au regard des enjeux. Non mais attention, je dis pas que le film est parfait, loin de là. Hein. Parce mais que là, quand même, tu me listes quand même tout un tas de trucs qui t'ont dérangé. Mais en fait, malgré tous ses défauts, tu vois, et puis j'aurais pu rajouter aussi que le personnage de Bruce Banner, par exemple, The Hulk, je le comprends pas, je sais pas ce que... Il n'existe pas dans le film. Il n'existe absolument pas, je comprends même pas ce qui lui arrive à ce personnage, pourquoi ça ne marche pas, enfin bon, bref. Malgré ça, malgré tous ses défauts, je trouve que le film est arrivé pour moi à créer quelque chose, peut-être parce que l'antagoniste était vraiment plus intéressant, peut-être qu'il y avait plus d'enjeux. Il y a quelque chose qui a marché, mais pas sur toutes les scènes, pas sur tous les personnages. Encore une fois, je trouve que Iron Man, il faut longtemps avant que... Il y a un petit intérêt qui se crée autour de son petit arc narratif. Il y a des scènes d'une bêtise terrible. Mais par exemple, je trouve que les espèces d'hommes de main de Thanos, l'espèce de magicien un peu dégueulasse, là, l'autre avec sa capuche. Alors pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Styx, exactement, ça m'a grave fait penser à ça. Je pense que Marvel, on est limite dans le plagiat de son character design. Je trouve ça très étrange. Et par exemple, je trouve que les affrontements avec ces personnages sont pas mauvais. Tu vois, il y a quelques bastons, malgré les chorégraphies absolument
effroyable. Il y a quelques affrontements qui m'ont plu. Ouais, il y a pas beaucoup de bastons avec ces personnages. Mais t'es sûr que t'as aimé le film? Oui. Tu peux nous dire, hein, Il se voit là. tu bosses pour Hydra. Dis-le nous. On te jugera pas. Enfin, par exemple, je me verrais pas revoir le film comme ça une deuxième fois. C'est vrai qu'il est très très long. Il y a des scènes qui m'ont un peu ennuyé. Je trouve qu'il y a un vrai ventre mou vers le milieu du film. C'est vraiment tous les regards sont braqués sur moi. Là, franchement, je suis sur le cul. J'ai l'impression d'être l'extraterrestre de service. Oh la vache. Et même en fait, il y a quelque chose. Alors là, c'est tout à fait personnel, mais il y a des scènes entières avec le personnage de Gamora, donc qui est joué par cette comédienne Zoé Saldana, que d'ailleurs je trouve une bonne comédienne. Donc qui joue une extraterrestre, elle a le visage peint en vert. Elle joue à côté de Thanos, donc qui est son père adoptif, qui est une créature donc violette en image de synthèse, etc. Et puis je regardais ça, je me disais mais c'est quand même fou. Enfin, on a ces deux extraterrestres, un qui n'existe même pas, c'est même pas un comédien, c'est une création en image de synthèse. Et on a ça sur un écran gigantesque. C'est les personnages principaux d'un énorme film à franchise. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai eu un vrai divertissement. Et pour le coup, Gamora et Thanos, on revient sur leur backstory. Ouais. Moi, ça m'a pas du tout touché, par exemple. Pourtant, ça aurait dû être le nœud du film. Alors que ça aurait dû... Voilà, exactement. Non, mais d'un point de vue émotionnel, ce qui est vraiment là où le film veut te tirer la larme à l'œil, effectivement, enfin, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, la salle était très très réceptive quand j'ai vu le film. Il y avait beaucoup de fans et on sentait d'ailleurs des gens la ferveur d'une partie du public qui avait adoré cette licence Marvel depuis. C'est quoi, c'est le 20e ou le 19e film? C'est le 19e. Ouais, c'est le 19e, il me semble. Ouais. Par contre, voilà, j'avais pas l'impression de sentir de l'émotion dans la salle, mais on sentait l'excitation, on sentait le public galvanisé, on sentait les gens rire, ou on les entendait rire quand le film avait des petites notes d'humour qui, moi, me faisaient pas toujours marrer, à part sur quelques moments. Bah, évidemment, ceux avec qui t'as vu le film, c'est le public cible, donc forcément, ils étaient pas très compliqués sur la marchandise. Hein. Mais je rebondis sur ce que t'as dit, Pierre. Avec tout le respect que je vous dois, évidemment. Tout ce que tu dis de positif sur les films, en fait, toutes les choses positives que tu pointes sur le film sont purement techniques. Ce que tu salues dans la film, pas uniquement, non, c'est la technique. Mais ce qui me manque, je sais pas si t'es d'accord, mais pour un film comme celui-ci, qui est Avengers, qui est censé, être le film de la réunion de tous les Avengers, le point de convergence de tous ceux vers quoi attendu Marvel depuis 10 ans, nous gavant comme une oie bien comme il faut. Ça manque quand même sacrément de souffle épique pour un truc comme ça. Et si on en retient que la technique, qu'est-ce que ça veut dire sur la conception du cinéma par Marvel? Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est du cinéma? Non, je ne retiens pas que la technique en fait. La technique m'a beaucoup impressionné. Après, il y a des effets spéciaux un peu inégaux, mais ce que je veux dire, il y a une foule de boîtes de production qui ont travaillé là-dessus. Non, il y a des moments, tu parles d'épique, il y a des moments qui, pour moi, d'un point de vue purement épique, ont fonctionné. C'est-à-dire, par exemple, alors je trouve que la DA du Wakanda est toujours aussi pauvre, et la bataille du Wakanda est assez faible. Il y a une espèce d'émulation du dimanche du Seigneur des Anneaux qui ne fonctionne pas trop. Par contre, l'arrivée soudaine de Thor, pour moi, elle a vraiment fonctionné sur un niveau de bataille homérique, de bataille épique. J'ai bien aimé son arrivée dans la baston. Et puis l'arrivée ensuite de Thanos, qui est posée comme une espèce de menace absolument inarrêtable, et tous les héros tombent les uns après les autres. Et pour moi, ça a fonctionné aussi. Je trouve que ce moment est intense. Ouais, mais c'est des moments en fait. Oui, c'est juste des moments. Mais il y a plusieurs moments dans ce film que j'ai trouvé pas mauvais. Je me suis pas ennuyé. Et malgré ses défauts, le film est arrivé à créer quelque chose qui m'a fait tenir du début jusqu'à la fin. Ok, vas-y Julien, toi qui es silencieux. Non, parce que là on parle d'homérisme, d'épique, tout ça. Alors déjà, je trouve le film pas du tout émouvant pour toutes les raisons qu'on a invoquées, mais je trouve aussi que le film n'est absolument pas épique parce que on a tout le récit se passe à plusieurs endroits et moments différents, et on a un montage en fait où il n'y a pas de répondant, une séquence ne répond pas à une autre, c'est complètement, tout est détaché les uns des autres,
Et ce qui fait qu'on ne sent jamais cette humeur apocalyptique, ce souffle épique, même dans la bataille finale qui est assez pauvre. Je veux dire, quand tu regardes Le Retour du Roi, tu as quand même une lourdeur qui fait qu'on se dit, là, il y a quelque chose de dramatique qui va se jouer. Ça, c'est la fin de quelque chose. On sait que plus rien ne sera la même chose après. Et là, non, en fait, il y a rien de tragique. On est toujours dans le très confortable. On a une bataille avec des plans, des money shots qu'on a vu 1000 fois. Il n'y a pas un money shot dans le film et tu dis waouh. Ouais, moi je suis d'accord, je retiens rien. C'est tous les plans ont l'air d'être des ressucés des films précédents, les mêmes chorégraphies, les mêmes actions. Je suis pas tout à fait d'accord. Et sans qu'on soit attaché au personnage. Par exemple, il y a un moment où t'as Black Panther qui se bat en frère d'armes avec Captain America. Ça aurait pu être un moment où on aurait pu dire waouh, ça c'est la classe. Et tu t'en fous. Tu t'en fous parce que il n'y a aucun attachement au personnage, il n'y a aucun enjeu dramatique porté du début jusqu'à la fin. C'est juste des brides de films, des morceaux d'idées qui sont dispatchés pendant 2h30 et où au final on nous fait croire que ça y est, le dramatique est là, tout va changer, tout est remis à plat, l'univers va complètement être bouleversé et en fait on a juste une conclusion pseudo-dramatique en attendant de dire qui est le retour à la normale en fait. Parce qu'on le sent arriver comme c'est pas permis. Gros foutage de gueule ce final. Quand même, hein. Je voudrais juste préciser quand même une punchline à un moment donné, quand le Wakanda est sur le point d'être envahi. Bon, c'est pas un gros spoiler. La sœur de T'Challa qui dit à son frère: c'est comme ça que tu voulais. C'est pas comme ça que je pensais que t'allais ouvrir le Wakanda au monde, mais plus avec les Jeux Olympiques ou un Starbucks. Là, tu vois, je me dis quand même, il y a un sérieux souci. Non, mais c'était déjà normalement ça. Non mais ça c'était. Enfin, je veux dire, de base, alors que c'est un moment quand même fatidique. Hein. Non mais on retrouve encore tous les gros travers de l'écriture Marvel et leurs blagues absolument débiles et l'humour méta qui me saoule aussi. Mais moins dans celui-là. Si tu veux, cette vanne, elle m'a fait soupirer évidemment. Mais c'est pas comme ça pendant tout le film en fait. Et moi, je trouve que c'est pas comme ça pendant tout le film. C'est ça le problème. Voilà, moi j'ai pas, pour une fois, j'ai pas vu ça. Et tu vois l'introduction, tu vois toute la première partie, je l'ai trouvée franchement pas mauvaise. Je suis d'accord. Et le film s'ouvre sur une espèce d'affrontement entre deux vaisseaux au design qui sont pas dégueux, à l'exception du fait que le vaisseau asgardien, je vois pas en quoi il est asgardien. Enfin, dans la direction artistique, il y a rien qui le rappelle. Moi j'ai pas vu ça dans les autres, Marvel, tu vois. L'ouverture est intéressante, sauf qu'elle intervient juste après donc Thor 3 qui était poète quoi. Donc du coup il y a une rupture de ton où quand t'as suivi tout ce qui s'est passé auparavant, qui ne prend pas en fait. Et pourtant, il se passe quand même quelque chose de grave dans cette ouverture qui ensuite est complètement balayée pour Thor derrière. Enfin, ça n'existe plus. Sur le banc de la blagounette. Après, je suis d'accord avec Kerr sur un truc, c'est qu'effectivement, ils ont mis le holà sur la blagounette, mais au profit de quoi? Au profit d'un rien, d'un vide. Le problème, c'est que le film, ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez de cette séquence de Retour à le futur 2, où il y a le fils de Marty McFly qui allume sa télé et qui dit ouais, allume-moi telle chaîne, et qui regarde 15 chaînes en simultané sur un même écran. Avengers, ça m'a fait exactement le même effet. Et je pense que ce qui fait qu'aussi aujourd'hui on en est à cet état-là sur Avengers, c'est, je reviens par exemple sur une scène du film qui est pas un spoiler, qui est juste à un moment donné où t'as Tony Stark qui commence à dire ouais non mais Thanos ça fait 6 ans qu'il me pète les noix. Donc le premier Avengers a 6 ans. Et moi je me suis fait réfléchir, le premier Avengers n'a que 6 ans, ça fait que 6 ans, ils nous ont gavé de je sais pas combien de films Marvel à tel point que t'as l'impression que ça fait 15 ans que tu es là, et en fait non, ça fait 6 ans, donc ça montre bien aussi qu'il y a un cycle qui est en train de, je sais pas si j'espère qu'il va prendre fin si tu veux ce cycle, mais t'as un mouvement de lassitude que ce film met bien en évidence. Bon, voilà, ok.
sur le mot. Ce sera le mot de De la toute fin. façon, c'est irréconciliable. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que je vous connais, à chaque fois Ouais. qu'on termine le podcast, j'ai oublié de dire ça, Non? Bah, moi, je dirais, je citerai un autre Julien qui n'est pas Julien Noz, mais un autre Julien qui a une expression pour ce genre de film. Il utilise l'expression des films Tefal. C'est-à-dire le film qui glisse, mais qui n'adhère pas. Et je pense que ça résume parfaitement Infinity War. Très bien, allez, on quitte l'univers aseptisé et faussement grandiloquent du Marvelverse pour la maison d'en face. Et là, c'est du sérieux, les amis. Batman Ninja, c'est le nouveau film d'animation Warner DC et c'est signé Junpei Mizusaki, j'espère que je prononce bien son nom, Junpei Mizusaki, qui téléporte le Chevalier Noir depuis l'asile Arkham de Gotham City au Japon féodal où il fera face au Joker et ses plus grands ennemis qu'il devra affronter en compagnie de Catwoman ou encore Robin afin d'éviter que l'histoire avec un grand H ne soit bouleversée à jamais. On était tous à la projo presse chez Warner et je pense qu'on ne s'attendait pas à prendre une telle claque. Alors, oui, il faut dire ce qui est. C'était vraiment une sacrée tarte dans la tronche. Hein. Alors, juste avant d'embrayer sur le film, il faut Oui, rappeler Pierre. que c'est pas une sortie cinéma, malheureusement. C'est pour ça qu'on a eu envie d'en parler. C'est qu'il faut vraiment faire de la pub pour ce film parce que ce sera simplement une sortie DVD et Blu-ray. Oui. Et là, c'est vraiment vraiment dommage que le film ne sorte pas sur les grands écrans parce que c'est ça qu'on avait envie de voir sur grand écran. Hein. On parlait de Avengers juste avant et malgré les qualités que je pouvais trouver au film, le véritable film de super-héros qui sort en ce moment, c'est Batman Ninja. Alors, le titre peut en rebuter quelques-uns. Ça peut prêter à sourire, effectivement. Oui. Junpei Mizusaki, c'était sa première véritable réalisation. C'est quelqu'un qui vient de l'univers de la production dans le cinéma d'animation et dans le jeu vidéo. Il me semble qu'il a travaillé sur Mega Man aussi. Il avait été notamment producteur et il me semble qu'il avait été en charge de la réalisation des génériques d'intro de la série JoJo's Bizarre Adventure, pour ceux qui connaissent, hein, qui est un animé japonais qui est assez cool, avec un univers complètement délirant. Batman Ninja, c'est donc une production Warner Japon. Pour le territoire japonais, et puis il sort à l'international en DVD et en Blu-ray. Il y a notamment le character designer de Afro Samurai, pour ceux qui connaissent la série, hein, il y a quand même des bons designs, et le character design de Batman Ninja est particulièrement excellent, je trouve, notamment sur les méchants. Alors ouais, c'est pas tout à fait le Japon féodal. Je crois qu'on est à l'ère Sengoku, donc c'est genre 16e au 17e siècle. Enfin, sur le coup, je me rappelle pas très bien. Mais Batman Ninja, c'est peut-être pour moi le meilleur film d'animation, ou même presque l'un des meilleurs films Batman qui soit jamais sorti. Ça a beau se passer au Japon, ça a beau se passer chez les samouraïs. J'ai l'impression d'avoir vu Batman, mais alors le véritable Batman que j'aime, des bandes dessinées ou de la série animée des années 90. C'est absolument époustouflant. Je pense que Avengers rêverait de n'être ne serait-ce que le 10e ou même le 5e de ce que peut offrir en termes de spectacle Batman Ninja. En gros, il y a une réflexion qui est extrêmement intéressante derrière, mais je pense qu'on va y revenir. On va faire d'abord un petit tour de table de nos différentes appréciations. Mais il y a un niveau de spectacle qui est absolument ahurissant. C'est même, je crois qu'on a été scotché. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai été scotché à mon siège du début jusqu'à la fin. C'est un film qui est drôle, qui est extrêmement galvanisant et qui plonge Batman. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, sans spoiler, c'est que Batman et ses ennemis jurés se retrouvent expédiés dans le passé comme ça et arrivent au Japon sans savoir vraiment ce qui leur est arrivé après une espèce d'accident avec une machine à remonter dans le temps. Et donc, ses principaux ennemis, le Joker, Two-Face, enfin, quoi que non, on va pas dire. Le pingouin. Le pingouin, on va pas dévoiler l'ensemble du casting. Prennent l'ensemble, enfin, se partagent les territoires japonais, ont chacun un château qu'ils défendent et ont une armée. Et Batman va devoir se retrouver, lui et ses acolytes, à lutter pour la libération du Japon. Et en même temps, il essaie de retourner dans le présent. Ok. Ilan? Alors moi je vais juste dire déjà en intro j'ai cru t'entendre dire Pac-Man Ninja. Mais donc je me suis dit je suis en train de passer à côté d'un truc incroyable qui est arrivé. Ce serait absolument génial un Pac-Man Ninja. Mais non, ça reste Batman Ninja. Alors moi je suis un grand fan de Batman, c'est un de mes héros préférés de l'écurie DC. C'est le meilleur héros de tous les temps. Si ce n'est mon héros préféré. Et j'ai une culture japanime assez
on va dire, pas superficiel, mais assez basique. Voilà, pour moi, il y a les films fondateurs, Akira, Ghost in the Shell, Innocence et quelques séries comme Afro Samurai et Cowboy Bebop qui fêtent ses 20 ans d'ailleurs. Et j'étais extrêmement surpris par cet alliage des deux univers qui sont celui de la Japanime et de Batman. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que contrairement à, par exemple, à un île aux chiens dont on avait parlé il y a quelques semaines, on n'est pas ça relève pas du regard d'un occidental sur une culture orientale. C'est vraiment l'inverse en fait. C'est plus une film japonais. Ouais, c'est un vrai film japonais, un oriental qui pose son regard sur un mythe purement occidental et qui arrive parfaitement à le marier à sa culture. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est-à-dire le film reprend tous les codes de la japanime, de ce qu'on aime dans la japanimation, que ce soit dans le folklore, que ce soit dans la culture, etc. Et il arrive à le manier, à l'incorporer au personnage de Batman et à son mythe, sans que ça nous paraisse à aucun moment bizarre ou je sais pas, bizarre, oui, totalement bizarre ou contre nature ou quoi que ça, c'est parfaitement naturel. Et c'est absolument galvanisant effectivement comme film, on en parlait, un film qui est d'une générosité sans borne, qui ne fait absolument aucune fierté, on est dans l'action tout de suite et il ne nous lâche pas et il aime ça et il part dans tous les excès possibles, imaginables, sans aller, il ose, et ça c'est incroyable. Pour un personnage comme Batman oser ça, c'est assez incroyable. Alors après, ça part pas dans des délires à la Nicky Larson. Batman ne se fait pas taper par une grosse massue, vient pas un personnage à la Dr. Slump, encore heureux, mais il y a des petites touches comme ça assez rigolotes et je trouvais ce mariage absolument incroyable et je trouve que effectivement c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai pu voir, que ce soit live ou animé. On est d'accord. Julien? Non, les films d'ici pour le marché de la vidéo, moi à mon avis, Pierre ne sera pas d'accord, mais sont quand même d'une qualité vraiment pas mal de la plupart du temps. Bon, là on revient de loin dernièrement. Quoique dernièrement les films étaient pas terribles. Killing Joke, tout ça. Et, mais là c'est vraiment autre chose. On a vraiment un film qui sort des rails, qui sort de tout ce qu'on pouvait imaginer et qui est l'antithèse en fait de ce qu'est Avengers. C'est un film qui dure 1h20, c'est du début, on commence l'action immédiatement et et ça ne s'arrête jamais. On est sur des exploitations d'idées perpétuellement. C'est par exemple, je me rappelle, on avait dans The Dark Knight la course poursuite en Batmobile où la Batmobile est cassée. On se dit bon c'est la fin et on repart parce que Batman en fait a une moto dans la Batmobile et là en fait les mecs rajoutent encore une couche, c'est tout et c'est comme ça pendant 1h20. Ça n'arrête pas, c'est des foisonnements d'idées innovantes qui sont complètement délirantes ou qui peuvent paraître complètement fantasque mais décalé, mais c'est un film qui ne s'excuse jamais de rien, qui fait les choses qu'il a envie de faire, qui exploite son truc et qui et le médium le permet aussi, c'est ça. Le médium bien sûr le permet, mais par exemple ça ose plein de trucs en termes d'animation pure, ça change de style en cours de route par moment, mais vraiment de l'animation qui peut paraître anti-mainstream vraiment, et pourtant moi je n'ai jamais remis en question à un seul moment les choix artistiques du film, qui est complètement fou. Alors je pense que pour les fans de Batman traditionnels qui seraient pas forcément à l'aise avec l'animation japonaise, le film va paraître un peu bizarre. Pour le grand public, ça risque de les décontenancer, mais c'est un film vraiment, si on aime le cinéma, si on aime Batman, si on aime le cinéma japonais, les ninjas, la virtuosité, c'est un film qui rend fou. Enfin, je veux dire, il a fallu voir tout. Moi, j'ai regardé vos têtes, on s'entend 2 heures après jour. J'ai même pas eu à vous demander qu'est-ce que vous en avez pensé. On était tous là avec un air satisfait, heureux d'avoir vécu une expérience de cinéma. Et ça va sortir en vidéo. Alors moi j'ai envie de dire aux spectateurs, allez faire chez Warner, demandez-leur qu'ils organisent des séances spéciales pour voir ce film en salle, parce que nous on a eu la chance de le voir sur un
grand écran, un écran qui n'était pas phénoménal en termes de grandeur, mais voilà, on l'a vu en salle, on l'a vu au cinéma, et c'est vraiment quelque chose. Ça pourrait remettre les pendules à l'heure. Ouais, Pierre, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose. Il y a plusieurs choses à préciser quand même. Je voulais le dire en introduction, j'ai oublié. Premièrement, c'est un film d'animation, mais c'est un film d'animation en images de synthèse, puisque c'est un procédé particulier qu'on retrouve pas mal ces temps-ci en Asie, notamment en Corée du Sud et au Japon. C'est-à-dire, c'est une animation en images de synthèse qui essaie de reproduire le feeling. En cel shading. Plus ou moins cel shading. Le cel shading. Le cel shading, c'est un procédé qu'utilisaient des jeux vidéo pour reproduire une esthétique de dessin animé en animation traditionnelle, et en fait c'est de l'image synthèse. Le film s'inscrit un peu dans cette tradition. Alors de temps en temps, je trouve que l'animation, du coup, cette reproduction de la 2D par une image de synthèse, parfois fonctionne plus ou moins bien, ça dépend, notamment sur les animations des visages. C'est minime quand même. Mais ça reste peanuts par rapport. Voilà. Ensuite, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a une attention au moindre détail de tous les instants qui est absolument, mais alors c'est un plaisir de tous les moments, même la crosse du sabre du Joker est en forme de dentier, quand le docteur Grodd, qui est un espèce de gorille géant, mange au Japon, sa banane est découpée en forme de sushi. Enfin, il y a une attention du moindre détail qui est parfois en arrière-plan, une affiche ou quelque chose. Enfin, il y a une invention de tous les instants, et ça c'est assez extraordinaire. C'est quelque chose qu'on voit peu souvent au cinéma, et notamment dans le cinéma de super-héros. Maintenant, je trouve que derrière le délire, parce que c'est un film qui est complètement délirant, hein, et je pense qu'il y a une partie du public qui va peut-être rester sur le carreau, parce qu'il faut accepter, il y a une acceptation à avoir dès le début du film. C'est un film qui va tellement loin parfois dans son délire. Ouais, mais pour le coup, comme ça sort directement en vidéo, ça s'adresse à un public de niche. Un public de niche, effectivement. Donc ils savent déjà ce qu'ils vont en fait, je trouve que derrière, alors je sais pas si c'est l'intention du réalisateur, est-ce que c'est moi qui intellectualise trop le film, je trouve qu'il y a une réflexion sur le personnage de Batman qui est vraiment pertinente et vraiment intéressante. C'est un film qui se demande qui est Batman, qu'est-ce que c'est Batman, qu'est-ce que c'est que le mythe de Batman. Et donc, on commence par une introduction à Gotham City, puis il est transposé dans ce décor japonais. Et au fur et à mesure du film, il est dépossédé de tous ses attributs. Il perd sa technologie, parce qu'on est au Japon, parce qu'il n'y a plus d'énergie, etc. Il perd sa Batmobile, il perd son costume, il perd ses gadgets. Et à un moment, il a lui-même cette réflexion devant un soleil couchant, avec une espèce de voix off. D'ailleurs, en version originale, en japonais, le doublage est absolument exceptionnel, que ce soit Batman ou le Joker. Hein. Je conseille de le voir en japonais, évidemment. Batman se pose la question, il se dit, mais en fait, je suis qui, moi ? Qui je suis. Je n'ai plus ma Batmobile, je n'ai plus ma technologie, qu'est-ce que je peux faire ? Surtout qu'il est dans un environnement complètement étranger et qui est pas du tout hostile. Et il se demande qui il est. Et en fait, c'est une réflexion qui est même intéressante vis-à-vis des précédentes itérations de Batman au cinéma ou en animation, mais vis-à-vis des films de la Justice League, vis-à-vis du film de Ben Affleck qui a été abandonné. Qu'est-ce que c'est Batman derrière tout ça, derrière la technologie, derrière les effets spéciaux ? Et d'ailleurs, il a ses acolytes avec lui, mais il a non seulement aussi un clan de ninjas japonais qui attendait une prophétie de l'homme chauve-souris qui débarquerait au Japon. Il le vénère presque comme une icône divine. Et à la fin, Batman, il s'empare de cette véritable culture japonaise. On se rend compte que même passer à travers le prisme de tous ces mythes ou de tous ces icônes de la culture de divertissement japonais, c'est-à-dire le tokusatsu, c'est-à-dire le film de super-héros japonais, le film de mecha, le film de ninja, etc. Il reste toujours Batman. En fait, on débarrasse le personnage de sa superficialité pour revenir à l'essentiel, qui il est véritablement. Qu'est-ce que c'est que le mythe Batman ? Et c'est un personnage qui retrouve une véritable renaissance dans les derniers moments du film, à travers notamment des scènes d'action qui sont absolument, mais j'utilise le mot ahurissant depuis le début du podcast, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est absolument démentiel. Et il y a un affrontement final notamment, on va pas spoiler, mais on en a presque les larmes aux yeux. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a une réflexion qui est bien plus profonde et pertinente qu'on ne pourrait le croire, et surtout dans le climat actuel, c'est très intéressant que ce réalisateur se soit attaqué à ça. Bon, moi j'ai pas grand chose à rajouter, tout a été dit, je suis effectivement tout à fait d'accord avec vous. Batman Ninja, c'est déjà disponible en VOD et ça sort en Blu-ray le 8 mai. Surtout ne le loupez pas.
Fan Footage épisode 9, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, SoundCloud, iTunes et toutes les autres applis podcast évidemment. Avengers Infinity War, c'est en salle. Pierre le conseille. Il est bien le seul. Je me sens visé. Non mais oui, je le conseille. Voilà, assumons. Ok, très bien. Et Batman Ninja, donc c'est en vidéo le 8 mai. Et celui-ci, pour le coup, on est tous unanimes. Ouais, il faut vraiment pas le louper. Ok, très bien. Pierre, tiens, à très bientôt sur fanfootage.fr. Bah oui, à très bientôt, j'espère. Ainsi, je serai invité à cette voix douce là. Après mon avis. Cette voix coquine. Ouais, tout à fait. C'est moi. C'est bien moi. Ilan et Julien, merci à vous. À très vite. On vous retrouve sur Cinevibe. Attends, tu vas vendre ta cam, hein, c'est pas moi non plus. Attends, vas-y. Cinevibe.fr. Voilà. Et sur Twitter également. Exactement, avec une belle critique d'Avengers pendue par notre ami Julien. Voilà, donc il y aura plus de détails effectivement par écrit. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain film. On ne sait pas encore quoi, mais on va le savoir. On a quelques idées. Très rapidement, j'espère en tout cas. On spoil pas. Bon, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, à en parler, etc., etc. Vous connaissez le process. Bisous, bisous. Allez, ciao. Bisous. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok. Ce côté-là poussé à l'extrême, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Chaque jeudi à 19h, la pop culture de nos ciné s'installe sur Séance Radio. Sa façon de faire, est totalement unique. Donc le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand-chose. Nos ciné parlent fort de cinéma sur Séance Radio en partenariat avec Binge Audio. Et depuis quelques films, c'est vraiment c'est n'importe quoi. C'est gag sur gag. Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.